Manifestation demain des médecins généralistes, ceux de MG France qui vont fermer leur cabinet pour protester contre le système du médecin traitant. Les internes en médecine générale leur emboîtent le pas. France Télécom, la bataille pour une hausse de l'abonnement contre une baisse des tarifs des communications vient tout juste d'aboutir. 1 euro supplémentaire l'an prochain et en contrepartie, un accès plus facile aux concurrents. Il pleut sur Titan, une pluie de méthane avec des traces de fluide sur ce satellite qui ressemble tant à la Terre des origines. Premières analyses des scientifiques après l'atterrissage il y a une semaine de la sonde européenne. Emmanuel Petit sort du terrain, figure emblématique des Bleus. Il a marqué le 3e but de la finale contre le Brésil dans le Mondial 98. Emmanuel Petit met un terme à sa carrière à l'âge de 34 ans. Le cinéma prend de l'altitude avec un trio de choc où l'on retrouve Junio, Balasco et l'Ermite, les anciens bronzés, pour le Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Des retrouvailles à la neige, un avant-goût de leurs retrouvailles à l'écran. Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous le disais en titre, la fronde d'une partie des médecins généralistes qui fermeront demain leur cabinet. Ils protestent contre le dispositif du médecin traitant. À l'appel du syndicat MG France, ils manifesteront en province et à Paris. Si vous devez consulter, prenez vos précautions, même si un système de garde est automatiquement mis en place. Globalement, c'est la nouvelle convention qui est remise en cause. D'après ce sondage IFOP, le quotidien du médecin, les 3/4 des médecins y sont opposés et 76% des généralistes sont prêts à boycotter le formulaire du médecin traitant. Les médecins interrogés font partie du réseau Santé Sociale. Portrait de l'un d'entre eux avec Laurence Deleur. C'est le docteur, oui. Pas besoin de se présenter davantage. Ici, tout le monde le connaît. Cela fait plus de 20 ans que le docteur Urbechtel, médecin généraliste, rend visite aux habitants de ce quartier de Mantes-la-Ville. À chaque petit souci de santé, Marcel Huguet compose son numéro. Pour elle, le choix du médecin traitant est une pure formalité. C'est-à-dire, quand on est habitué à un docteur, ça fait 22 ans, il a soigné mon mari, on a toujours eu M. Urbechtel. Les gens ne gonflent pas. Mais cette dame aurait pu choisir aussi son rhumatologue ou son cardiologue. Selon la réforme, n'importe quel médecin peut être désigné pour vous suivre régulièrement et tenir à jour votre dossier médical. Et c'est bien ce qui révolte ce généraliste. On ne soigne pas un organe, on ne soigne pas un cœur, un poumon, une toux ou une diarrhée. On soigne une personne qui a plusieurs éléments et qu'il faut arriver à voir globalement. Et donc c'est une mission qui est typiquement généraliste. Je ne comprends pas comment ça peut être autre chose que généraliste. Demain, ce médecin sera en grève et son cabinet fermé. Sa façon à lui de protester aussi contre le passage systématique chez le médecin traitant imposé par la réforme. Ça, c'est le côté distributeur de tickets. Il est hors de question que parce qu'une réforme dit on est obligé de passer chez le généraliste, les gens sonnent à la porte en disant il n'y en a pas pour longtemps, c'est juste pour que vous me fassiez un mot pour aller montrer ma verrue au dermatologue ou mon genou au rhumatologue ou je ne sais quoi. Comme lui, 3/4 des médecins généralistes n'assureront pas leur consultation demain. Certains iront même manifester en compagnie d'internes en médecine générale, leurs futurs collègues. France Télécom, du nouveau dans la bataille pour la hausse de l'abonnement téléphonique contre une baisse du prix des communications. L'affaire vient tout juste d'être tranchée. Pour les usagers, difficile encore de faire la part des choses, difficile de s'y retrouver. Y gagnera-t-on ou pas? Le détail, François Baudanet. Depuis quelques mois, il est l'homme par lequel la polémique est arrivée. Thierry Breton, patron de France Télécom, demande en effet la hausse de l'abonnement téléphonique de 13 à 16 euros sur 3 ans. Un enjeu financier énorme puisque la France compte 35 millions de lignes fixes. En contrepartie, Thierry Breton s'engage à baisser le prix des télécommunications, le tout devant profiter aux clients. Un calcul critiqué par ses concurrents, par l'autorité de régulation des télécoms et par les associations de consommateurs. L'abonnement ne doit pas devenir la vache à lait de France Télécom. On doit payer un abonnement pour entretenir un réseau, ça a toujours été comme ça, mais il serait absolument incroyable que France Télécom fasse une marge bénéficiaire importante sur l'abonnement. Ce soir, selon nos informations, Thierry Breton aurait obtenu gain de cause sur la hausse de l'abonnement et la baisse des télécommunications en 2005. Mais sous la pression du ministre de l'Industrie, le patron de France Télécom a dû baisser les prix qu'il consent à ses concurrents.
Des concurrents qui pourront donc vendre dès cette année un abonnement moins cher que l'opérateur historique, une petite révolution dans les télécoms qui doit encore être avalisée par le Premier ministre en personne. Dans l'actualité de ce vendredi, ce tragique fait divers dans le Rhône, un homme s'est suicidé après avoir abattu 3 personnes de sa famille. Il était atteint d'un cancer en phase terminale, il était désespéré, imaginait qu'il allait être dépossédé de ses biens. Après une dispute, il a tué son épouse, sa belle-mère et son fils unique. À La Rochelle, l'affaire remonte à la nuit du Nouvel An. Un homme battu à mort, père de 4 enfants, a succombé à ses blessures. 4 jeunes sont mis en examen, 2 sont mineurs. Il s'agit d'une bagarre qui a dégénéré. La femme de la victime est toujours sous le choc. Christophe de Valambra, Alain Darigrand. Les souvenirs sont pénibles quand Véronique repense à ce réveillon de la Saint-Sylvestre qui a coûté la vie à son mari. Il y avait cette bande de jeunes considérés comme suspects au bas de l'immeuble, autour des voitures. Et puis les insultes qui ont commencé à fuser. Et les hommes de la famille qui ont fini par descendre pour en découdre. Tout de suite c'est monté en fusion et puis voilà, il n'y avait rien à faire. Absolument rien à faire. La bagarre a été extrêmement violente. 4 jeunes, dont 2 mineurs de 17 ans, se seraient notamment acharnés sur Jean-Claude, 44 ans, père de 4 enfants. Il décédera des suites de ses blessures. Je suis en colère, je suis dégoûté déjà à la base. Et puis j'ai peur pour moi et puis pour mes enfants, c'est normal. Parce que nous on est toujours là. Hein. Donc voilà quoi. Vous avez compris ce qui s'était passé ce soir-là? Non, du tout. Comment peut-on expliquer un tel déferlement de violence? La question est au cœur de la procédure judiciaire après la mise en examen des 4 jeunes incriminés. Comment simplement à partir d'une insulte on arrive à une mort? Voilà, c'est ça qui est incompréhensible. Comment il peut y avoir cet enchaînement? Des paroles au cou et tant de haine dans cet engrenage tragique que l'un des jeunes a décrit à son avocat. Ils ont été apostrophés alors qu'ils ne pensaient pas à mal et que dans l'état d'ébriété dans lequel ils se trouvaient, apostrophés ils ont répondu, échange de propos d'abord, échange de coups ensuite, bagarre générale. Les 4 jeunes ont été mis en examen pour coups en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ils risquent 20 ans d'emprisonnement. Une nouvelle affaire de pédophilie et de maltraitance, et c'est un éducateur spécialisé qui est jugé depuis ce matin devant la cour d'assises du Bas-Rhin. 32 enfants ont été entendus. Ils auraient subi des violences, parfois des agressions sexuelles. Une sombre affaire qui a été étouffée. Le responsable du foyer n'a pas dénoncé les faits, alors que déjà parents et employés se plaignaient. Christophe Nédard, Virgile Liado. En entrant dans la salle d'audience, Philippe Gobréau ne montre aucune émotion. Il n'a pas un regard pour ses victimes. Pendant 10 ans, cet ancien éducateur spécialisé a fait régner la terreur dans ce foyer d'enfance. Une structure qui accueille des mineurs en difficulté. Brimades, gifles, coups de bâton, attouchements sexuels. Un jeune élève l'accuse même de viol. Ce sont des enfants qui étaient déjà malheureux dans leur vie. On les a placés dans un foyer pour les aider, soi-disant, à respirer et à retrouver un semblant de vie convenable. Et puis ils sont tombés sur un petit caporal qui a pris emprise sur eux. Et le petit caporal avait par-dessus lui des autres gradés qui ont couvert. Car Philippe Gobréau n'aurait pas agi seul. Son chef de service, également accusé de violence, et l'ancien directeur du foyer savait pour les maltraitances. Ils seront jugés plus tard pour non-dénonciation des crimes. L'ancien éducateur, âgé de 49 ans, nie les faits à caractère sexuel. Mais il admet avoir été violent avec les enfants. C'était pour lui le seul moyen d'asseoir son autorité face à des enfants en difficulté. Alors on peut être d'accord ou pas avec cette justification apportée par M. Gobréau, mais en tout cas c'est celle-ci qu'il apportera à la cour d'assises. Lundi, Philippe Gobréau sera confronté aux témoignages de ses anciennes victimes. Certains enfants seront dans la salle d'audience. Ils veulent comprendre pourquoi cet homme, qui était censé les aider, s'est rendu coupable de tels agissements. Un avocat parisien estimant avoir été victime de brutalité alors qu'il avait été arrêté pour avoir grillé un feu rouge, ce qu'il conteste. Cet avocat qui plaide dans l'affaire des écoutes de l'Élysée a porté plainte. D'un côté sa version, de l'autre celle des policiers soutenus par leur syndicat qui démentent toute bavure. L'enquête a été confiée à la police des polices. Frédéric Crotat, Pierre Bande-Joseph. Le 6 janvier dernier, début d'après-midi, en plein centre de Paris, le conducteur d'un scooter est interpellé par 3 policiers en VTT. Ceux-ci lui reprochent d'avoir brûlé un feu rouge, ce qu'il conteste. Au cours du contrôle d'identité, le plaignant, un avocat d'origine martiniquaise, affirme que les policiers le tutoient d'emblée, l'emmènent au commissariat et le menottent au radiateur. Est-ce que le fait que vous soyez d'origine martiniquaise a joué dans cette interpellation?
C'est à eux qu'il faudra poser la question. En tout cas, je ne comprends pas pourquoi. Et votre sentiment à vous? Mon sentiment, c'est que oui, parce qu'il m'a tutoyé, je ne comprenais pas pourquoi. Quand j'arrive dans le commissariat avec les menottes, il y a un homme qui est assis. Il lui dit, monsieur, s'il vous plaît, levez-vous. Et moi, il me dit, toi, assieds-toi là. Bref, je pense qu'il y a un comportement profondément discriminatoire. Selon les policiers, l'avocat était dans un état de grande excitation et les papiers de son scooter n'étaient pas en règle. Quand on interpelle quelqu'un et qu'on conduit au poste, les policiers prennent toutes les mesures pour assurer leur sécurité. Il les aurait un peu malmenés, puis oui, il fait état de sa qualité et puis il n'a pas été très aimable non plus. Donc le tutoiement lui a peut-être pas plu, mais il les a envoyés balader quand même. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire qui a été confiée à la police des polices, une enquête que le ministre de l'Intérieur, Dominique de Villepin, a promis de suivre. L'actualité à l'étranger, à Washington, la prestation de serment de George Bush a donné lieu à deux types de manifestations. La fête et un gigantesque bal pour célébrer le deuxième mandat du président. Non loin de là, des manifestants bien décidés, eux, à gâcher la partie avec plusieurs dizaines de faux cercueils pour que l'on n'oublie pas l'Irak. Alan Chalvan. Pour l'investiture d'un président, on ne lésine pas aux États-Unis, surtout en prière. Ce matin encore, cérémonie religieuse œcuménique à la cathédrale. Entre deux cantiques, George Bush s'est retrouvé sans sou, obligé d'emprunter à son père pour la quête destinée aux troupes. Le président a des excuses, réputé lève-tôt, couche-tôt, il avait dû veiller bien tard, obligé qu'il était d'assister aux 10 bals républicains organisés en son honneur. Il pouvait difficilement se défiler, les convives ayant payé jusqu'à 2500 $ pour le voir. On a pu apprécier aussi le professionnalisme des services de sécurité durant la parade d'hier, faisant avancer la limousine présidentielle au pas lorsque le public était amical et accélérant brutalement dès que l'atmosphère changeait. Car il y avait des contestataires sur le parcours qui ont ostensiblement tourné le dos au cortège lors de son passage, levant un doigt au ciel dans un signe universel que seule la décence s'interdit de traduire. Certains allant même jusqu'à brûler le drapeau américain. Je m'attends à ce que les choses aillent de mal en pis. C'est une sorte de tyrannie que nous vivons dans ce pays. George Bush venait pourtant de prononcer un discours au souffle lyrique sur le thème de la liberté, mettant en garde tous les dictateurs de la terre et tendant la main aux peuples opprimés. La presse dans son ensemble salue ce discours qualifié d'épique ou d'historique, mais elle relève aussi les contradictions entre les paroles et les actes, les États-Unis s'appuyant tout de même dans leur guerre contre le terrorisme sur quelques despotes qui pourraient se sentir visés. En Irak, où ce sont les chiites qui sont visés par cet attentat suicide devant une mosquée à Bagdad. 15 personnes ont été tuées, dont 2 femmes et 2 enfants. Cette attaque à la voiture piégée intervient au lendemain des propos attribués à Al-Zarqawi contre les chiites d'Irak, qui sont donnés comme les grands favoris de l'élection, des élections qui se dérouleront dans 9 jours. Et toujours aucune nouvelle de Florence Aubenas et de son interprète. Tous deux ont disparu à Bagdad le 5 janvier dernier. Pour soutenir la journaliste de Libération, se retrouveront lundi les patrons des médias français en signe de solidarité. L'occasion également de réfléchir à la façon de couvrir les événements en Irak. Dans la bande de Gaza, depuis ce matin, ce sont les forces de sécurité palestiniennes qui ont pris position pour faire face à tout débordement et contrôler les extrémistes. Cet effort est crucial pour permettre toute relance du processus de paix. Charles Anderlin. Voici le premier signe d'un changement positif sur le terrain. Dans le nord de Gaza, le long de la frontière, en coordination avec Tsahal, les forces palestiniennes se sont déployées pour empêcher les attaques anti-israéliennes. Ici, près du point de passage de Erez, qui est actuellement fermé. Ou là, à quelques centaines de mètres d'une colonie israélienne. Tous les véhicules sont fouillés. Et ce retour de la police palestinienne n'est pas pour déplaire aux conducteurs et aux passagers. C'est bien, avant on ne pouvait pas aller visiter nos familles dans les zones de confrontation. Maintenant, avec la police palestinienne, on peut y aller. Il y a aussi l'espoir d'un mieux vivre. Nous sommes satisfaits de ces contrôles, c'est pour notre bien. Oui, mais Israël doit coopérer et assurer le contrôle de son côté. La résistance est légitime, mais les gens doivent avoir de quoi vivre, la sécurité et donner à manger à leurs enfants.
Mais quelles sont les instructions que ces policiers ont reçues? Si je trouve une requête dans une voiture, je retiens la personne et je contacte mes supérieurs pour recevoir des renforts. Mahmoud Abbas prolonge son séjour à Gaza. Il s'agit à présent de coordonner avec Israël le déploiement de la police palestinienne dans le sud de la bande de Gaza. Signe encourageant, le secteur paraît à peu près calme depuis 48 heures. En Indonésie, la ville de Banda Aceh, ravagée par les raz-de-marée, s'est arrêtée le temps de célébrer la fête de l'Aïd des milliers de musulmans qui se sont retrouvés à la mosquée pour porter dans leurs prières tous leurs disparus. Reportage Stéphane Bretner, Frédéric Basquet. Ce matin, il n'y avait plus assez de place, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur de la grande mosquée. Des centaines de fidèles se sont donc installés dans la rue, entre les voitures. Ils étaient presque 10 000 venus écouter l'imam pour cette grande prière de l'Aïd. Au cœur du prêche, le tsunami bien sûr, un avertissement de Dieu, dit-il, avant d'appeler à l'union de tous pour traverser ces moments difficiles. Chacun ici a au moins perdu un proche. Tous voulaient donc se retrouver dans cette mosquée miraculeusement épargnée. Seule l'horloge s'est arrêtée à l'heure du raz-de-marée. Aujourd'hui, c'est jour de fête, mais une fête au goût amer. Il y a des gens qui font la fête aujourd'hui. Mais moi, je n'ai pas le cœur à cela. J'ai perdu mes 2 enfants et mon mari. Je les voudrais avec moi. Je n'ai envie de rien d'autre. Il faut profiter de ce jour pour aider nos amis, nos familles qui n'ont plus rien, nourrir les pauvres. Tous ces morts, c'est la justice d'Allah, on n'y peut rien. Dans la majorité des camps de réfugiés, de généreux donateurs ont apporté les animaux à sacrifier. À Aceh Jaya, on s'affaire autour des 5 chèvres qui viennent d'être égorgées. Pour certains, l'Aïd, c'est l'occasion d'essayer de tourner la page. Il faut être positif. La situation est ce qu'elle est. Moi qui suis jeune, je préfère oublier et parler d'avenir. Mais parmi les 500 réfugiés, la plupart n'ont pas cet optimisme. C'est important de fêter l'Aïd, mais dans ce camp, ça ne rime à rien. Je suis loin de ma famille, je n'ai plus rien. La ville s'est complètement arrêtée aujourd'hui. Dans la zone ravagée par le tsunami, il n'y a plus personne pour activer ces pelleteuses. Au pied des drapeaux, il n'y a plus personne pour ramasser les cadavres. Cette pause exceptionnelle n'aura bien évidemment aucune conséquence sur les opérations de déblaiement. À ce sujet, les autorités de Banda Aceh viennent d'ailleurs d'estimer qu'il faudra au moins 2 ans pour dégager la zone sinistrée. L'Allemagne et l'Autriche touchées par des vents d'une rare violence, des rafales jusqu'à 200 km/h qui ont déraciné de nombreux arbres et provoqué des inondations dans l'Est. Ailleurs, des pluies verglaçantes et de grosses chutes de neige ont été à l'origine de nombreux accidents sur les routes. Un mot de politique avec en France le congrès de l'UDF qui s'ouvre ce soir à Paris et jusqu'à dimanche. Autour de François Bayrou, les cadres du parti, les militants. François Bayrou qui devrait être réélu pour 2 ans à la tête du parti. La question du référendum sur la Constitution européenne sera évoquée, bien sûr, sans éviter la question turque qui fait débat. Le député maire de Drancy, Jean-Christophe Lagarde, a confirmé qu'il voterait non au référendum. Et à l'instant, François Bayrou indique que l'UDF est une force d'opposition au marasme de la France. Fin de citation. À Reims, pour maintenir 80 emplois, un patron propose un donnant-donnant à ses salariés, renoncer aux 35 heures et à 13 jours de RTT ou licencier plus d'un tiers de l'entreprise. Le patron de Chausson Outillage comptait utiliser un référendum. Les salariés se sont tournés vers la justice. Ils ont perdu. Yvan Martinet, Baya-Bélanger. Ils ont assigné leur patron en justice en vain. Ces salariés d'une entreprise de Reims dénonçaient cette proposition de leur direction. Accepter de travailler 37h30 pour le prix de 35 et sauver ainsi 80 emplois. Le tribunal a jugé cette offre légale. Je ne pense pas qu'il y ait de chantage quand il y a des difficultés économiques où on fait porter l'effort sur quelques salariés, et là ça serait licencier 80 salariés, où on demande à chacun de faire un effort en travaillant 2 heures de plus par semaine. À la sortie de l'usine ce soir, il faisait grise mine. Les 258 salariés de Chausson auront donc à choisir, accepter la réduction de leur salaire horaire ou les licenciements. C'est dommage que ça va se terminer mal, ça va se terminer très mal ici. On ne peut pas réduire les avantages sociaux comme ça pour rien, quoi. On n'a pas le droit de négocier, c'est ça ou la porte, enfin, c'est vraiment du chantage.
Difficile de connaître l'ampleur des problèmes que rencontre Chausson. La direction n'a pas souhaité répondre à nos questions. Dans cette note remise au personnel, elle explique avoir demandé une aide à la mairie de Reims. Je lui ai dit, on peut vous aider, et il m'a dit, nous allons vous faire des propositions. J'attends. C'était il y a longtemps? 10 décembre. Depuis plus rien. Non. Alors on voit bien que la mesure, elle n'est pas équitable pour tout le monde. D'ores et déjà, les syndicats appellent au boycott de ce référendum. Les dirigeants de l'entreprise espèrent, eux, pouvoir consulter leurs salariés dès lundi. Le commerce sur Internet, ça marche, c'est même plutôt fort. Le commerce en ligne ne connaît pas la crise. Rien que pour les fêtes de fin d'année, 1 milliard d'euros ont été dépensés. Le e-commerce est entré dans les mœurs. C'est un système qui a ses avantages et que les particuliers utilisent notamment pour les livres, les billets d'avion, les DVD et tout simplement pour faire ses courses aux 3 Suisses, comme le montre ce reportage dans le Nord de Frédéric Vian et Patrick Rossam. C'est un clic qui vaut de l'or. Un secteur qui se rit de la morosité économique avec une croissance de plus de 53% en 2004. La vente sur Internet a fait entrer la vieille vente par correspondance dans le 21e siècle et elle profite d'abord aux poids lourds de la profession. Ici par exemple, au centre de tri national des 3 Suisses, d'où partent toutes les commandes, près d'un paquet sur 5 a été acheté sur Internet, une proportion qui augmente à un rythme exponentiel. Sur la totalité de 3 Suisses, sur les derniers mois, eh bien, Internet représente maintenant près de 20% du chiffre d'affaires. Sur le dernier trimestre, on a eu des croissances en nombre de commandes à peu près à plus 70%. Il faut bien se dire que cette année, 3 Suisses a doublé le nombre de connexions sur son site par rapport à l'année dernière. Avec les livres et les disques, ce sont d'abord des vêtements que les Français achètent en ligne. Des commandes que les plus méfiants peuvent toujours régler à la réception dans les milliers de points relais des VPCistes, même si désormais donner son numéro de carte bleue directement sur Internet est tout à fait sécurisé. Internet, c'est le moyen de payer le plus sécurisé en France. C'est beaucoup plus sécurisé que le chèque, c'est beaucoup plus sécurisé que le cash, parce que quand vous avez un billet sur vous, vous pouvez vous le faire voler. Quand vous payez sur Internet, il n'y a aucun risque de sécurité. Et en plus, si jamais il y a un risque, votre banque vous rembourse tout de suite. Les internautes ne s'y sont d'ailleurs pas trompés. Sur le site de cette marque spécialisée dans la vente à bas prix, plus de 10 000 connexions chaque jour se terminent par un achat. Et le chiffre d'affaires a augmenté l'an dernier de 150%. Au Touquet, on fait grise mine. La 30e épreuve de l'enduro ne devrait pas avoir lieu. L'édition 2005 est annulée. L'organisateur, en tout cas, se retire, mais le maire de la ville ne veut pas baisser les bras. Au-delà de la compétition, c'est un énorme manque à gagner. Yann Jiquel, Annie Triboire. De reconnaître les uns ou les autres qu'il s'agisse... Apparemment, c'est une erreur. Ce n'est pas le sujet que vous venez de voir, mais au contraire, c'était donc Simone Veil dans une école pour le 60e anniversaire de la libération des camps. J'en viens à ces nouvelles... si vous voulez, on va retourner à ce sujet, je vous en parlais, l'enduro du Touquet. Donc la compétition est annulée ou pourrait être annulée, mais le maire n'a décidé de ne pas baisser les bras, car il y a un énorme manque à gagner pour la commune. Yann Jiquel, Annie Triboire. Aura lieu? N'aura pas lieu? Ouais, c'est annulé complètement. Mais ils font quoi alors là? Hein? C'est annulé ou... On sait pas. Depuis que la société organisatrice a décidé de jeter l'éponge, la question est sur toutes les lèvres. Je n'en sais rien, c'est pas encore officiel, on a l'ordre de continuer notre mise en forme et voilà. L'enduro le plus décrié par les protecteurs de la nature fait-il définitivement partie du passé? Les Touquetois et les Touquetoises ne savent plus à quel sein se vouer. Je trouve ça dommage parce que tout le monde attend ça, le rendez-vous annuel de l'année. Pour Monsieur le maire, aucun doute, le 6 février, la 30e et dernière édition de l'Enduro aura bien lieu et ce sera un feu d'artifice. Nous aurons, premièrement, l'autorisation préfectorale jeudi, après une réunion de la commission de sécurité routière mercredi, et j'ai eu encore un téléphone tout à l'heure du Premier ministre, qui par son collaborateur le plus proche, m'a dit « Nous voulons vous aider à tenir la date de l'Enduro du Touquet 2005 ». Quoi qu'il en soit, ici, les commerçants sont inquiets. L'enduro représente pour eux des recettes vitales. Les 3 jours de l'enduro, il ne faut pas les voir en 3 jours de recettes, il faut les voir en 3 mois de vie, les mois les plus durs de l'année pour nous, janvier, février et mars. Et il est évident que sans l'enduro, on ne pourra pas subvenir aux charges et aux salaires, et forcément, le Touquet des 4 saisons va devenir le Touquet des 3 saisons. Face aux menaces dont ils sont l'objet, les écologistes préfèrent fêter leur victoire loin des caméras.
L'affiche de l'enduro propose 48 heures de sensation à 2 semaines de l'épreuve. C'est déjà parti. Nouvelle nomination au CSA, 3 femmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il s'agit de l'écrivain Sylvie Genevoix, nommée par le président de l'Assemblée nationale, de Michel Rézère, la femme du dessinateur, auteure et productrice de films et d'émissions, nommée elle par Jacques Chirac. Enfin, Marie-Laure Denis, nommée par le président du Sénat, a été renouvelée dans ses fonctions. Un mariage de raison avec l'entrée d'Édouard de Rothschild à Libération à hauteur de 37% du capital. Les salariés se sont prononcés pour, en acceptant donc comme premier actionnaire cet héritier symbole du capitalisme. On évoque régulièrement les difficultés de la presse écrite. Pour y faire face, certains quotidiens ont décidé non seulement d'offrir à leurs lecteurs des suppléments, mais aujourd'hui, ils proposent des produits dérivés à des prix très compétitifs. Un exemple, Le Figaro, qui demain vous proposera, en dehors de ses traditionnels suppléments télé et magazines, une encyclopédie, ou plutôt le premier tome. 20 autres suivront. Yann Jiquel, Christophe Vignal. La presse quotidienne française payante va mal. Depuis des mois, de suppléments en hors-série, les responsables des ventes cherchent à séduire les lecteurs par tous les moyens. Comme d'autres, Le Monde propose le samedi, pour quelques euros en plus du journal, des DVD cultes, et ça marche. Ce jour-là, les ventes augmentent entre 15 et 20%. Donc c'est bien évidemment quelque chose d'intéressant. Ça apporte aussi au journal une clientèle nouvelle, plutôt plus jeune, et qui, à cette occasion, peut découvrir Le Monde. À l'image de ce qui se fait en Italie, en Espagne ou au Portugal, Le Figaro a décidé d'aller encore plus loin. Chaque semaine, pour 11,90 €, les lecteurs pourront acquérir avec leur journal un exemplaire des essentiels de l'encyclopédie Universalis. Ce week-end, 450 000 exemplaires gratuits seront distribués. Une première en France. Coup de pub ou opération de marketing? On propose à nos lecteurs, ou à de nouveaux lecteurs si ça les intéresse, d'acheter l'encyclopédie en plus du journal. C'est pas l'encyclopédie qui rendra le journal meilleur ou qui va faire vendre plus de journaux. C'est un service en plus au lecteur. Les marchands de journaux voient l'opération d'un bon œil. Car qui dit supplément, dit recette supplémentaire. Au départ, je m'étais dit, bon tiens, on en avait parlé, j'ai dit oh là là, une fois de plus un truc, on va être encombré, etc. Et puis après avoir eu ce rendez-vous chez notre dépositaire et rencontrer les gens du Figaro, je me suis dit dans le fond, c'est pas bête. Moi j'ai pensé à mes petits-enfants. Face à l'offensive de la presse gratuite, la presse française payante est contrainte de s'adapter. Mais elle n'est peut-être pas prête à aller aussi loin que les journaux féminins italiens qui proposent des assiettes, des sandales et même des sous-vêtements. C'est la semaine prochaine, pour le 60e anniversaire de la libération des camps, que Jacques Chirac se rendra à Auschwitz. Ce sera le 27 janvier prochain. Aujourd'hui, pour parler de l'Holocauste, Simone Veil s'est rendue à Nancy. La présidente de la Fondation Mémoire de la Shoah a remis à des élèves de CM2 une mallette pédagogique, des photos, des livres, des vidéos sur l'Holocauste. 1 million d'enfants sont morts entre 1941 et 1945. Nous vous montrons ces derniers jours les images de la libération des camps et notamment celle d'Auschwitz. Pourtant, à l'époque de l'extermination systématique, lorsque les fours fonctionnaient à plein, il n'existe aucun film ni aucune photo, à l'exception de 4 clichés uniques dans l'histoire. Le processus de l'extermination des Juifs devait à tout prix rester secret et c'est au péril de leur vie que des prisonniers à Auschwitz, chargés du nettoyage des fours, ont réussi à nous transmettre ces 4 photos. Michel Monpanté. Les bourreaux l'exigeaient. Auschwitz devait être sans image, c'est-à-dire inimaginable. Sauf une fois peut-être, arrivé d'un convoi de juifs hongrois l'été 44, devant l'appareil photo, une foule de condamnés à mort de tous âges. Derrière cet appareil photo, un SS bien sûr, qui prend bien garde à respecter les consignes. Pas de photos de chambre à gaz, pas de preuves. Mais les images vont heureusement le trahir. Il photographie un groupe de femmes. Mais il oublie en arrière-plan la chambre à gaz. Première image, première preuve. Quelques heures plus tard, débarquement sur le quai. Il se croit malin et monte sur un toit pour photographier. Deuxième erreur. Au fond, le four crématoire numéro 4. Et puis plus rien. Plus d'images en enfer. 8 mois plus tard, Auschwitz est libéré, certes. Et les images reviennent comme on rallume notre conscience après une panne d'humanité. Et l'on regarde ces images comme un médecin légiste. Ce sont les images de la constatation. Les images une fois les cendres froides. Et seuls disent les regards l'horreur qui vient de se commettre. Pour
trouver d'autres images du crime en train de se commettre, justement, il faut chercher du côté du ciel. Les raids de la Royal Air Force, les Anglais. Ils partent bombarder les usines d'Hitler, mais en survolant l'Allemagne et la Pologne, les appareils photo-espions tournent à plein régime. Sur leur chemin, ils survolent Auschwitz. Nous sommes durant l'été 44. 2 camps d'extermination gigantesques. En bas, chaque jour, des milliers de morts supplémentaires. Mais la Royal Air Force ne fera que passer. On ne pouvait y croire. C'était inimaginable. Comme si ces photos ne suffisaient pas. Alors, il a fallu des images du sol, plus près. On les appelle les Sonderkommando. Les nazis les avaient condamnés aux pires tâches avant de les tuer à leur tour. Nettoyage des chambres à gaz, tonte des cadavres. Au plus près de l'horreur, et c'est donc à eux qu'allait revenir le terrible devoir d'arracher une image à l'inimaginable. Leur plan est simple. La résistance leur a fait parvenir un appareil photo, des SS partout, mais un des leurs est sur le toit d'une chambre à gaz. Il fait le guet et donne le signal. Le photographe s'appelle Alex, c'est tout ce qu'on sait de lui. C'est la première photo. Moi, j'étais sur ce poste de travail parce que je voulais voir mon frère qui avait été envoyé là. Vu qu'à cette époque, ils déportaient tellement de Hongrois, de partout de Hongrie. Ils en tuaient des milliers par jour, mais on ne savait plus comment éliminer autant de corps, avec tout ce qu'il y avait dans les chambres à gaz et dans les fours crématoires. Ils ont réfléchi. Ils ont fait la photo de l'intérieur du bunker, d'où on voit ces fumées-là. Là, dehors, ils brûlaient les corps en plein air. Deuxième photo d'Alex, toujours le même endroit. Le dehors est plus dangereux que l'intérieur de la chambre à gaz. 4000 mètres au-dessus d'eux, les Anglais voient tout et ne voient rien. Un rideau de fumée mortifère. Dehors, le risque pour Alex est au maximum. L'appareil photo est alors caché dans un seau. 1 seconde pour un cliché. On dirait que la photo suivante est ratée. Qu'on n'y voit que des arbres. Mais en bas à gauche, des femmes nues courent vers la mort. Alex tentera une dernière photo qui ne dit que le danger qui se rapproche. Quelques branches d'arbres et puis plus rien. Personne ne parlait de cela. Ça me trouble beaucoup aujourd'hui. Cet Alex, ça me plaît pas qu'on en parle presque jamais. C'était vraiment quelqu'un qui mérite qu'on ne l'oublie pas. Parce qu'il revient d'où on ne revient pas, M. Venezia va nous raconter pour la première fois comment Alex a disparu. Quelques jours plus tard, en tentant de fuir, il sera abattu de 2 balles explosives en se jetant dans la Vistule pour tenter d'échapper aux nazis. Ces 4 photos n'ont pas changé le cours de l'histoire, mais qu'on ne vienne plus dire qu'Auschwitz était inimaginable, au moins en mémoire d'Alex. Du côté de l'espace, voici les premières analyses des scientifiques, 1 semaine après l'atterrissage de la sonde européenne sur Titan. Et imaginez-vous que quelques jours avant, il avait plu sur ce satellite de Saturne une pluie de méthane, des surfaces liquides y ont été repérées, des révélations qui confirment toutes ces ressemblances que l'on supposait avec la Terre des origines. Stéphanie Davouigno. Les lits des rivières, les dessins des lacs et des côtes littorales, à la lumière des 350 clichés envoyés par la sonde Huygens, se révèle Titan, un satellite de Saturne qui présente de grandes similitudes avec notre Terre. Ça ressemble incroyablement au lit des rivières asséchées qu'on peut trouver chez moi, dans le sud-ouest américain. Ça paraît donc très familier et en même temps complètement étranger. La différence, c'est que sur Titan, ce n'est pas l'eau, mais le méthane qui coule en fleuve et en ruisseau. Quand la sonde Huygens s'est posée, il y a 1 semaine, la surface de Titan était sèche. Mais les premières analyses prouvent qu'il avait plu du méthane quelques jours auparavant. Pour Huygens, mission terminée, mais les milliards de données transmises par la sonde ont de quoi occuper 3 générations de scientifiques. Découvrir Titan, l'astre figé à moins 180 degrés, c'est un peu découvrir ce qu'était la Terre il y a près de 4 milliards d'années. C'est un grand voyage dans le temps et je pense que vraiment l'exploration du Titan va nous permettre de faire un grand bond dans la compréhension des processus de chimie, de biologie qui ont conduit à la vie sur Terre. La sonde Huygens ne sera sûrement qu'une pionnière dans l'exploration de Titan. Déjà, l'Agence spatiale européenne rêve d'y envoyer des robots pour percer les mystères de ce satellite situé à 7 ans de voyage spatial de notre Terre.
Dans l'histoire du football français, il est celui qui a marqué le 3e but contre le Brésil lors de la finale du Mondial 98. Emmanuel Petit a décidé de mettre un terme à sa carrière, un joueur emblématique des Bleus. Manuel Tissier, Abdelzouyech. Et c'est ainsi que Petit est devenu grand. Une nuit d'été, un but en finale de la Coupe du Monde et le Normand aux cheveux longs entre dans le cercle des idoles du sport français. Juste un coup de patte qui a changé son existence. Du jour au lendemain, la vie bascule dans une dimension complètement surréaliste. C'est-à-dire que non seulement le regard des gens a complètement changé, mais aussi le rapport avec les médias en général, la reconnaissance qui dépasse l'Hexagone. Il y a tout qui change, tout. C'était en héros dans son village natal, Petit devient une star. Mais ce n'était pas écrit. Ses premiers maillots bleus, il les endosse au pire moment. 93, il est de la génération maudite battue par la Bulgarie. Petit attendra 4 ans pour retrouver les Bleus. Mais ensuite, il devient un vainqueur en série, avec les Anglais d'Arsenal notamment, champion d'Angleterre. Puis, encore champion d'Europe en 2000. Le parfum de ses victoires, il n'est pas prêt de l'oublier. Lorsqu'on prépare un grand match et qu'on arrive dans le stade, il y a 60-70 000 personnes, ça va me manquer. La victoire après un match dans les vestiaires, cette espèce d'euphorie qui est presque impalpable, qui est inexplicable, ça va me manquer. Petit est le 7e champion du monde à prendre sa retraite. Il a marqué 6 buts en équipe de France, mais ce n'est pas forcément cela qui le rend le plus fier. J'ai peu de souvenirs du terrain. C'est surtout les visages, les rencontres avec les gens que je retiens. Chaque période de ma vie, je sais qui j'ai rencontré, je sais tout. Ça, c'est inscrit dans ma mémoire. Aujourd'hui, Emmanuel Petit n'a pas de regrets. Agent de joueur, entraîneur ou consultant télé, il est plein de projets pour sa nouvelle vie. La candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2012 traverse la Manche pour débarquer à Londres. Londres qui elle-même est dans la course. À l'occasion d'un salon baptisé Vive la France, David Ginola a été nommé ambassadeur de la candidature française. Laurent Boussier. Des montagnes de saucissons, des tonnes de fromage, les meilleurs vins. Et au milieu, un VRP de luxe, David Ginola. Fromage, vin rosé, vin rouge, cognac et tout. On va pas finir la journée, Patrick. Bienvenue à Vive la France, le dernier salon où se pressent en masse les Londoniens. Un endroit entièrement dédié à la promotion des produits français, gastronomie évidemment, mode, tourisme, art de vivre, la liste est longue. Classique, depuis longtemps en Grande-Bretagne, la France se vend bien, même si depuis quelques années, les demandes ont changé. C'est un salon qui était essentiellement l'art de vivre à la française, avec le tourisme, avec la gastronomie, avec la mode également. Et de plus en plus, les Britanniques se tournent vers l'achat de résidence. L'immobilier prend de plus en plus le pas sur la demande touristique. Une tendance lourde. Aujourd'hui, entre 350 et 400 000 Britanniques sont propriétaires de villas, de fermes ou d'appartements en France. Et visiblement, c'est pas fini. Nous sommes très heureux d'aller vivre dans le sud de la France. Il fait toujours beau, les plages sont superbes et il y a beaucoup d'espace. Mais ce salon, c'est surtout pour David Ginola, très populaire en Grande-Bretagne, une occasion de promouvoir la candidature de Paris pour les JO de 2012. Que ce soit moi ou tous les gens qui vont être dans l'organisation, le mot d'ordre va être le 6 juillet que Paris soit la ville retenue. L'unique but, c'est ça. Détail amusant, David Ginola n'est pas le premier à parler ici à Londres de la candidature de Paris aux JO de 2012. Il y a quelques jours, la reine Elisabeth II elle-même expliquait qu'à son avis, Paris avait plus de chances que Londres pour 2012 parce que la candidature de Paris était soutenue par toute la population parisienne et française. Aux internationaux d'Australie de tennis, Amélie Mauresmo s'est qualifiée la nuit dernière. Elle a battu la Croate Ana Ivanovic en 2-7, 6-2, 7-5. Elle rencontrera au prochain tour la 93e joueuse mondiale, la Russe Linetskaya, pour décrocher sa place en quart de finale. Cinéma, Le Promeneur du Champ de Mars de Robert Guédiguian. L'avant-première a eu lieu en présence de certains mineurs qui jouent dans le film. Ce film retrace les dernières années de la vie de François Mitterrand. Abdel Mostefa, Valérie Lucas. C'est au pied des terrils, des puits qui ne fonctionnent plus, que le réalisateur a choisi de projeter son film. Une première avant-première réservée à d'anciens mineurs, figurant sur l'une des séquences, celle du discours de Liévin. En 1994, c'était l'hommage de Mitterrand aux 42 mineurs morts 20 ans auparavant, dans une explosion. Un hommage que l'on revit avec Michel Bouquet.
Si ces disparus pouvaient parler, ils nous diraient « Prenez la mesure de ce que nous avons accompli. » Mais surtout, faites que ces sacrifices ne soient pas inutiles. Il leur dit tout simplement que tous les acquis sociaux, en fait, en France, ce sont le résultat de leur lutte. Et les regards qu'ils ont sur le discours, effectivement, de Michel Bouquet à ce moment-là, sont des regards que personne ne peut avoir à part eux. Fin de la projection. Avant les questions, Michel Bouquet se souvient des 2 jours de tournage passés à la mine. Je me suis dit, tiens, je suis vraiment chez les socialistes, pour la première fois. De ces 2 heures passées aux côtés du promeneur du Champ de Mars, que reste-t-il dans les têtes? De l'émotion, mais aussi des interrogations. Il y a un cousin qui a été tué là-bas en Iran, tout ça. Donc, rappeler un souvenir comme ça, c'est quelque chose d'émouvant. Nous-mêmes, on reste sur notre fin des questions sur Mitterrand, parce que tous les mystères sur Mitterrand ne sont pas éclaircis. Fin de l'avant-première, un ancien mineur et l'un des comédiens discutent. Ils parlent de l'histoire, celle de la fiction. Et ils refont l'histoire, la vraie, comme beaucoup certainement à la sortie du film, le 16 février prochain. Le cinéma qui prend de l'altitude avec un trio de choc où l'on retrouve Junio, Balasco et l'Ermite, les anciens bronzés, pour le Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Des retrouvailles donc à la neige, un avant-goût de leurs retrouvailles à l'écran. Pascal Deschamps, Mathias Second. Trois bronzés font du ski 25 ans après. Balasco, Junio, l'Ermite ne se doutaient certainement pas quand ils écrivaient leur comédie sur les joies des sports d'hiver qu'elle deviendrait culte et immortaliserait le planter du bâton. La preuve au pied des pistes. Quand te reverrai-je, pays merveilleux. Oh, qui c'est qui a mis du fil dans la fondue? Oh, vraiment les gars, c'est dégueulasse. Hein. Quant aux rumeurs sur le tournage d'un bronzé numéro 3... On a écrit une première version et on tourne au mois de mai. Voilà, ça a évolué. On va remanier. Et ils sont où cette fois les bronzés? Pas au ski. Pas au ski. Si chacun a poursuivi sa carrière en solo, certains se retrouvent parfois au même générique, comme dans L'ex-femme de ma vie. Je suis psychiatre. Il y a certains signes que je suis à même d'interpréter. Bon, arrête Tom! Laisse-le s'exprimer. Merci. Et là, qu'est-ce que vous interprétez là maintenant, hein? C'est l'un des 7 films en compétition que devront départager les jurés. Nous avons demandé à 2 d'entre eux leur scène de comédie préférée. J'ai choisi une scène dans La Panthère Rose, la scène du policier de bar parallèle. D'ailleurs, je retrouve d'instinct mon aisance, hein? Oh oui. Ah, je me rappelle. Ce que j'aime bien, c'est le timing, le rythme, l'attitude et le timing qu'il y a et l'enchaînement. Enfin, il y a plein de scènes dans le dîner de con qui me font rire, mais il y en a une particulièrement, je ne sais pas pourquoi, c'est quand Prévost dans la scène apprend qu'il est cocu, et derrière Huster et l'Ermite qui se prennent un fou rire monstrueux. Comment? Ah, bien sûr que tu te rhabilles, évidemment que tu te rhabilles. Et il est tellement vrai leur fou rire que je me suis dit, est-ce qu'ils se sont pris en vrai? Et chaque fois que je vois cette scène, ça m'éclate. Ainsi vont les comédies, elles sèment à chaque saison les scènes cultes qui resteront dans nos mémoires à jamais. C'est la fin de ce journal, je vous remercie de votre attention. Dans un instant, la météo Nathalie Riouet, puis le point route Valérie Maurice, 20h55 boulevard du Palais, minuit 5 le journal de la nuit, présenté par Laurence Piquet. Demain à 7h, thé ou café, Catherine Sellac recevra le navigateur Jean-Luc Vandened. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h demain. Excellente fin de soirée sur France 2.